où je redonnais vie à des huiles sur toile du XVIIe siècle. Désormais, cela ressemblait à une décharge publique. Des cartons estampillés du logo d'une entreprise de compléments alimentaires bon marché étaient empilés sur 2 mètres de haut, bloquant les sorties de secours. Des flocons de calage en polystyrène recouvraient le sol comme une neige toxique. Et là, assise sur un tapis perçant d'une valeur de 40 000 € que j'avais mis 3 mois à restaurer, se trouvait ma sœur aînée, Nathalie. Elle mangeait un kebab bien gras, et une goutte de sauce algérienne était en train de s'écraser sur les fibres de soie. Je m'appelle Léa, et je gagne ma vie en manipulant des choses fragiles. Mais en regardant Nathalie essuyer ses mains graisseuses sur son jean et me lancer un sourire narquois, j'ai su que plus rien dans cette pièce n'était en sécurité. Maman m'a donné la permission, a dit Nathalie, la bouche pleine. Elle a dit que j'avais besoin d'un entrepôt pour mon entreprise et que de toute façon, tu n'utilisais pas cet espace, alors on s'est installé. Si ça ne te plaît pas, appelle la police. Elle a ricané, un son bref et arrogant qui a résonné sous les hauts plafonds. Elle se croyait intouchable. Elle pensait que le mot « famille » était une formule magique qui lui garantissait l'immunité face aux conséquences de ses actes. Elle se trompait lourdement. L'architecte du silence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de crise de nerfs. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir mon pouce accélérer, ne serait-ce que d'un battement. Ma profession exige une main ferme. Un seul tremblement peut détruire un chef-d'œuvre. Et en cet instant, ma vie était la toile que je devais protéger. Je suis restauratrice d'art. Mon univers repose sur la chimie, la patience et un contrôle absolu. Je travaille avec des solvants qui peuvent décaper la peinture ou brûler la peau s'ils sont mal manipulés. Je comprends que certains dommages sont réversibles, mais que certaines pourritures doivent être entièrement découpées. Nathalie était la pourriture. Elle attendait l'explosion. C'est ainsi que fonctionnent les narcissiques. Ils se nourrissent de votre réaction. Ils veulent que vous pleuriez, que vous hurliez, que vous suppliez, parce que cela valide leur pouvoir sur vous. Si j'avais crié, elle aurait joué la victime. Elle aurait appelé nos parents en sanglotant pour dire à quel point sa méchante petite sœur la persécutait. Elle voulait du carburant. J'ai décidé de ne rien lui donner. J'ai regardé au-delà d'elle, observant le chaos qu'elle avait créé. Mes yeux ont scanné la pièce, cataloguant les dégâts comme un expert en assurance, les sorties bloquées, les déchets alimentaires près des matériaux d'archives, l'activité commerciale non autorisée. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une série de violations de bail et de risques pour la sécurité. En psychologie, il existe une technique appelée la méthode de la roche grise. On devient aussi inintéressant et inébranlable qu'un caillou. On n'offre aucune prise émotionnelle à la personne toxique. On ne discute pas. On observe. On ne se défend pas. On documente. J'ai regardé Nathalie droit dans les yeux. Son sourire narquois a vacillé une seconde lorsqu'elle n'a pas vu la rage qu'elle attendait. Elle n'a vu qu'un miroir reflétant son propre désordre. D'accord, ai-je dit. Ma voix était plate, dénuée de toute inflexion. D'accord ? A-t-elle répété en clignant des yeux. C'est tout. C'est tout, ai-je répondu. Je me suis retournée et j'ai franchi la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée avec un clic doux et décisif. Je l'entendais rire derrière moi, envoyant probablement un SMS à notre mère pour dire que j'avais cédé, que j'étais faible. Elle n'en avait aucune idée. Elle pensait que je m'en allais pour pleurer. Je m'en allais pour raser son monde légalement, méthodiquement et sans verser une seule larme. L'investissement du sang. Pour comprendre pourquoi je suis partie, il faut comprendre le dîner qui a eu lieu il y a 2 semaines. C'était le traditionnel poulet rôti du dimanche chez mes parents, en banlieue parisienne. Le genre de rassemblement familial obligatoire qui ressemble moins à un repas qu'à une négociation d'otages. J'étais venue avec de bonnes nouvelles. Je venais de décrocher un contrat avec un musée de Florence pour restaurer une collection de portraits de la Renaissance endommagés par l'humidité. C'était le tournant de ma carrière. Cela nécessitait un investissement de 250 000 € pour installer un laboratoire satellite en Italie. Mais j'avais un plan.
J'allais louer mon loft parisien. C'était un bien immobilier unique, au style industriel chic et hautement sécurisé, qui pouvait facilement se louer 15 000 € par mois sur le marché de la location d'entreprise. J'ai posé les chiffres sur la table, entre le plat de poulet et les pommes de terre sautées. J'étais fière. J'ai cru, pendant une fraction de seconde, qu'il pourrait l'être aussi. C'est alors que Nathalie a pris la parole. Elle ne m'a pas félicitée. Elle a regardé notre mère et a dit « Parfait. Ça règle mon problème d'entrepôt. » Nathalie vend des compléments alimentaires, pas du genre qu'on achète en pharmacie, mais du genre qu'on achète à une amie sur Facebook qui vous promet qu'ils guériront votre anxiété et vous rendront riche. Elle se dit chef d'entreprise. J'appelle ça une vente pyramidale. Elle avait des cartons de stock qui pourrissaient dans son garage, et elle avait décidé que mon loft était l'amélioration dont sa marque avait besoin. Je peux emménager le stock la semaine prochaine, a dit Nathalie en se servant un morceau de pain. Ça m'évitera des frais de stockage, et l'adresse aura fière allure sur mes cartes de visite. J'ai ri, pensant que c'était une plaisanterie. Ce n'en était pas une. Ma mère a posé sa fourchette. C'est une idée merveilleuse, Nathalie. Léa, tu seras de toute façon à Florence. Ta sœur a besoin d'un coup de pouce. C'est la solidarité familiale, c'est ce que ferait n'importe quelle bonne chrétienne. Je les ai regardés. J'ai pensé aux 15 000 € par mois dont j'avais besoin pour financer mon rêve. Et j'ai vu mes parents exiger que je les sacrifie pour que Nathalie soit à l'aise. Il existe un concept en économie appelé le sophisme du coût irrécupérable. C'est quand un parieur continue de miser sur une main perdante parce qu'il a déjà tellement perdu qu'il ne peut se résoudre à abandonner. Il pense que s'il mise un jeton de plus, la chance tournera. Mes parents sont des parieurs. Nathalie est leur mauvais pari. Ils ont déversé des décennies d'argent, de travail émotionnel et d'excuses sur elle. Elle a échoué à la fac, a raté 3 mariages et 5 entreprises. Admettre qu'elle est un échec reviendrait à admettre que leur éducation a échoué. Ils ne peuvent pas faire ça. Alors, à la place, ils me regardent, moi, l'enfant solvable, celle qui a travaillé, économisé et construit, et ils me voient comme une nouvelle pile de jetons. Ils n'aiment pas plus Nathalie. Ils ont juste plus peur de son échec. Je suis la garantie qu'ils sont prêts à brûler pour prouver qu'ils avaient raison sur son potentiel. Non, ai-je dit à table, le loft est un actif professionnel. J'ai déjà des locataires potentiels. Je ne vais pas transformer une propriété de plusieurs millions d'euros en garde-meuble. Mon père a frappé du poing sur la table. Tu es égoïste, Léa. Ta sœur se noie et toi, tu te construis un yacht. J'ai quitté ce dîner plus tôt que prévu. Je pensais que c'était réglé. Je pensais que dire non suffisait. J'avais oublié que pour un parieur, un non n'est qu'un bluff qu'on n'a pas encore tenté de contrer. Le risque chimique. La chronologie nous ramène à ce matin. 20 minutes avant que je ne trouve Nathalie en train de manger son kebab sur mon tapis. J'étais dans le couloir devant mon loft, ajustant mon blazer. À côté de moi se trouvait Luc, le responsable de la sécurité de l'immeuble, et les Müller, un couple de cadres dirigeants venant de Zurich. C'étaient les locataires idéaux. Ils avaient un dossier irréprochable. Ils appréciaient l'art et avaient déjà versé une caution sur la base des photos seules. La lumière dans la galerie principale est orientée plein nord, expliquai-je à Madame Müller. Parfait pour une illumination constante sans dommages causés par les UV, et le contrôle climatique est de qualité hospitalière. Je leur vendais un rêve de précision et d'élégance. J'ai mis ma clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. C'est étrange, ai-je murmuré. J'ai réessayé. Le mécanisme semblait bloqué, comme encrassé. Je me suis excusée et j'ai frappé. Pas de réponse, seulement le son étouffé d'une télévision et des bruits de pas lourds. Luc s'est avancé. Laissez-moi essayer le passe général. Il a tapé le code. Le verrou s'est désengagé avec un déclic métallique et la porte s'est ouverte. L'odeur nous a frappés en premier. Ce n'était pas la senteur propre de l'huile de lin et du vernis à laquelle j'étais habituée.
C'était l'odeur de la restauration rapide rassis, de corps mal lavés et d'un parfum bon marché entêtant. Puis est venu le choc visuel. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Le loft était devenu un atelier clandestin. Les 3 enfants de Nathalie, âgés de 6 à 10 ans, étaient assis par terre en cercle, fourrant des bouteilles en plastique dans des enveloppes cartonnées. Ils avaient l'air misérables. Mais ce qui a arrêté mon cœur, ce n'était pas le travail des enfants. C'était l'endroit où ils étaient assis. Ils se trouvaient à moins d'1 mètre de mon rack de stockage de produits chimiques. La restauration d'art implique des substances dangereuses, acétone, toluène, solvants industriels. Je les gardais dans des armoires ignifugées scellées, mais les portes des armoires étaient grandes ouvertes. Une bouteille de solvant traînait sur le sol à côté d'une brique de jus de fruits. Une étincelle, un liquide renversé, et tout cet immeuble pourrait s'embraser dans des fumées toxiques. Mon Dieu, a chuchoté Madame Muller. Elle a pressé un mouchoir contre son nez, regardant la scène avec une horreur absolue. C'est, a commencé Monsieur Muller, avant de secouer la tête. Ce n'est pas ce qui était annoncé. Je les ai regardés reculer vers l'ascenseur. Je n'ai pas essayé de les retenir. Qu'aurais-je pu dire? Ignorer l'opération commerciale illégale et les risques d'incendie? Ils étaient partis. C'était l'équivalent de 400 000 € de revenus locatifs qui s'envolaient. Luc m'a regardé, le visage pâle. Léa, c'est bien de l'acéton à côté du goûter des petits? Oui, ai-je répondu. C'est à ce moment-là que le déclic s'est produit. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était de la négligence. C'était une mise en danger. C'était un cauchemar de responsabilité civile qui pourrait me ruiner et m'envoyer en prison si un enfant ingérait ces produits chimiques. Nathalie a levé les yeux du canapé, essuyant la sauce sur ses lèvres. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée que nous ayons interrompu son programme télé. « Ah, tu es là », a-t-elle dit. « Tu aurais dû prévenir. » Le protocole d'urgence. La descente en ascenseur jusqu'au hall a été les 30 secondes les plus longues de ma vie. Je me tenais à côté de Luc, les mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais sous l'effet de l'adrénaline d'avoir enfin choisi mon propre camp de façon irrévocable. Mon téléphone a vibré dans ma poche comme un frelon en colère. Je n'ai pas regardé, mais je savais qui c'était. Ma mère m'envoyait des textos pour me dire que j'étais égoïste, que Nathalie essayait juste de construire un avenir pour ses enfants, que j'avais bouleversé l'écosystème délicat de complaisance que notre famille cultivait depuis 30 ans. « Allez-vous appeler vos parents ?» a demandé Luc doucement alors que les portes s'ouvraient. Je suis sortie dans le hall. C'était frais, calme et sain. « Non, ai-je dit. Ça ne sert à rien. Ils me diront simplement de m'excuser. » J'ai sorti mon téléphone. 17 appels manqués de ma mère, 5 de mon père, et une notification de TikTok. Nathalie avait posté une vidéo. J'ai cliqué dessus. C'était une visite de mon loft. Regardez mon nouveau bureau, les amis. Lançait-elle joyeusement en faisant pivoter la caméra pour montrer la vue sur les toits de Paris. De grandes choses arrivent pour ma marque. La loi de l'attraction fonctionne. Elle s'attribuait le mérite de mon succès. Elle utilisait mon sanctuaire comme décor pour ses délires. Et elle le faisait pendant que ma mère l'encourageait sur les réseaux sociaux. J'ai fermé l'application. J'ai pensé aux solvants. J'ai pensé aux œuvres d'art. J'ai pensé au manque de respect absolu de mes limites. Elle m'a dit d'appeler la police, ai-je dit à Luc. Quoi? Elle me l'a dit, ai-je répété, la voix ferme. Si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à appeler la police. Elle pense que je ne le ferai pas. Elle pense que je suis toujours la petite sœur qui maintient la paix à tout prix. Mon pouce a survolé le clavier, puis a tapé le 17. Police secours, j'écoute. Je souhaite signaler une violation de domicile en cours au 12 rue des Archives, ai-je dit. Ma voix était calme, précise, professionnelle. Les intrus refusent de partir. Il y a également des produits chimiques dangereux sur les lieux, et des mineurs non surveillés se trouvent à proximité immédiate. Je m'inquiète pour leur sécurité.
Je n'ai pas dit « ma sœur ». Je n'ai pas dit « mes neveux ». J'ai utilisé des termes juridiques. Violation de domicile, mise en danger de mineurs, risque chimique. J'appliquais la méthode de la roche grise à l'opérateur d'urgence. Quand la police est arrivée, 2 agents à l'air sérieux, je les ai accueillis à la porte. Je leur ai montré mon acte de propriété. Je leur ai montré ma pièce d'identité. J'ai expliqué la situation brièvement et factuellement. L'individu à l'intérieur est-il locataire ? A demandé un officier. Non, ai-je répondu. C'est une occupante sans titre qui s'est introduite par effraction. Nous sommes montés. Quand les agents sont entrés dans le loft, Nathalie a hurlé. J'habite ici. A-t-elle crié en bondissant du canapé. Demandez à ma mère. Elle m'a donné la permission ? L'officier m'a regardé. J'ai regardé l'officier. Votre mère est-elle propriétaire de ce bien ? A demandé l'agent à Nathalie. Non, mais... Alors sa permission est sans valeur, a-t-il tranché. J'ai vu le visage de Nathalie s'effondrer. Pour la première fois de sa vie, elle se heurtait à une limite qui ne pouvait être manipulée ni par les larmes, ni par la culpabilité. La loi se moquait de sa marque. Elle se moquait de ses difficultés. Elle ne se souciait que de celui qui détenait l'acte de propriété. La trahison sur Le Bon Coin et l'addition. Alors que les agents escortaient une Nathalie en larmes vers l'ascenseur, Luc m'a tapé sur l'épaule. Il tenait sa tablette, fronçant les sourcils en examinant quelque chose. Léa, a-t-il dit, où sont les fauteuils Louis XIV ? J'ai regardé le coin de la pièce. Il était vide. 2 fauteuils anciens tapissés de velours d'origine du XVIIe siècle avaient disparu. Ils valaient 12 000 € la paire. Peut-être qu'elle les a déplacés dans la chambre, ai-je suggéré, bien qu'une boule de froid se forme dans mon estomac. Je ne crois pas, a dit Luc. Il a tourné la tablette vers moi. C'était une annonce sur Le Bon Coin. Publiée il y a 1 heure. Fauteuils anciens, excellent état. Doivent partir aujourd'hui. 500 € la paire. Le vendeur était Nathalie. La boule dans mon estomac s'est transformée en une pierre lourde et dure. Elle n'avait pas seulement envahi mon domicile. Elle n'avait pas seulement mis mon gagne-pain en péril. Elle m'avait volé. Elle avait vendu des antiquités de famille au prix d'un canapé d'occasion pour payer ses stocks. Monsieur l'agent, ai-je appelé. Ma voix était de glace. L'officier s'est arrêté. Nathalie s'est retournée vers moi, son mascara coulant sur ses joues. Je dois ajouter une plainte, ai-je dit en tendant la tablette. Vol aggravé. Les yeux de Nathalie se sont écarquillés. Je ne faisais que les emprunter. J'allais te rembourser quand mon entreprise aurait décollé. Ce n'est pas comme ça que le vol fonctionne, a dit l'agent. Il a sorti ses menottes. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un délit pénal. Au moment où mes parents sont arrivés au commissariat pour récupérer les enfants, Nathalie était en train d'être enregistrée. Ils ont fait irruption dans la salle d'attente, ma mère le visage rouge et boursouflé, mon père ayant l'air de vouloir frapper quelqu'un. « Retire ta plainte !» a hurlé ma mère en se précipitant vers moi. « C'est ta sœur. Comment as-tu pu faire ça ?» Je n'ai pas scié. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un document que j'avais rédigé sur mon téléphone en attendant. C'était une facture. Voici la note, ai-je dit en l'attendant à mon père. Pour le nettoyage professionnel du loft, pour l'élimination des déchets dangereux qu'elle a apportés, pour la restauration du tapis qu'elle a ruiné, et pour la valeur marchande des fauteuils qu'elle a vendus. Mon père a fixé le papier, ses mains tremblantes. Tu n'es plus rien pour nous. Tant mieux, ai-je répondu. Ça veut dire que vous ne pourrez plus me demander d'argent. Je leur ai tourné le dos. Je suis sortie du commissariat dans la fraîcheur de la nuit parisienne. J'étais seule. Je n'avais plus de famille. Et je ne m'étais jamais sentie aussi libre. L'architecture de la paix. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté ce commissariat.
Je suis actuellement assise dans un petit café à Florence, regardant la pluie laver les pavés. Mon téléphone est posé sur la table, écran vers le haut. Il est silencieux. Le loft de Paris a été reloué 3 semaines après l'incident. J'ai dû engager une équipe de nettoyage spécialisée, du genre de celles qui s'occupent habituellement des scènes de crime ou des cas d'insalubrité morbide, pour désinfecter entièrement l'espace. Ils ont arraché les moquettes, repeint les murs et effacé chaque trace du chaos que Nathalie avait introduit dans mon univers. Cela m'a coûté 5 000 €, mais cela valait chaque centime pour exorciser les fantômes de l'obligation familiale. Les Müller, le couple suisse qui s'était enfui avec horreur, sont finalement revenus. Luc leur a expliqué la situation, l'occupante sans titre avait été arrêtée et les codes de sécurité avaient été changés. Ils ont signé un bail de 2 ans, payant la totalité du loyer d'avance. Ce capital m'a permis d'ouvrir mon studio à Florence plus tôt que prévu. Je ne parle pas à mes parents. Je ne parle pas à Nathalie, mais je parle à ma tante Sarah. Elle m'a appelé hier pour me donner des nouvelles. Nathalie a plaidé coupable de vol aggravé pour éviter la prison ferme. Elle est actuellement sous le coup de 2 ans de mise à l'épreuve et a un casier judiciaire permanent. Aucun propriétaire sérieux ne veut lui louer quoi que ce soit et sa marque s'est effondrée dès que sa photo d'identité judiciaire a circulé sur le web. Elle vit dans le sous-sol de mes parents avec ses 3 enfants. Mes parents sont ruinés. Ils ont vidé leurs économies de retraite pour payer la défense juridique de Nathalie. Le sophisme du coût irrécupérable a fini par les rattraper. Ils ont continué à miser sur une main perdante jusqu'à ce que la banque rafle tout. Tante Sarah m'a dit qu'ils passent leur dîner à se plaindre de mon ingratitude, de la façon dont j'ai abandonné la famille. Je l'ai écouté et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni culpabilité, ni désir de les appeler pour me justifier. Je pensais autrefois que le sanctuaire était un lieu physique. Je pensais que c'était des canapés en cuir blanc, des galeries à atmosphère contrôlée et des serrures coûteuses. Je pensais que si je construisais un espace assez parfait, je me sentirais enfin en sécurité. Mais j'avais tort. Le sanctuaire n'est pas un lieu. C'est une limite. C'est la capacité de dire non sans avoir à s'expliquer. C'est le refus de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. C'est la prise de conscience que le sang relève de la biologie, mais que la famille relève du comportement. J'ai regardé la pluie tomber sur les rues italiennes. Je suis seule ici, mais je ne ressens aucune solitude. J'ai mon travail. J'ai le respect de moi-même. Et plus important encore, j'ai les clés de ma propre vie. Et je ne ferai plus jamais de double pour personne.